Bonjour à tous, comme vous êtes bien chaud, on va enchaîner direct. Donc, je vais vous présenter une session sur le développement d'applications Windows, Windows Form 2. Donc, comme tous mes petits camarades, je vais cibler donc, Visual Studio 2005 et le framework version 2 pour développer des applications Windows, comme vous les connaissez déjà en version 2003. Alors, l'agenda, qu'est-ce qu'on va voir plusieurs choses. On va voir déjà ce qu'il y a de nouveau au niveau des applications Windows, donc aussi bien les composants, la présentation, comme un petit peu toutes les nouvelles versions d'API qui apparaissent. Eh bien, on va pouvoir, au niveau des interfaces, être beaucoup plus proche des dernières versions d'XP, des thèmes, etc., avec des fonctionnalités de base intégrées. On va faire un petit point sur l'accès aux données. L'accès aux données s'est enrichi, quelques fonctionnalités nouvelles qui sont apparues. On va revoir un petit peu ensemble ces nouveautés. Et puis on fera un dernier point sur ClickOnce, qui est une nouvelle façon de déployer des applications, un petit peu révolutionnaire en tout cas sur cette partie du framework V2. Alors dans les applications WinForms V2, on va commencer je vais commencer par vous montrer les nouveaux contrôles. Je les ai séparés en plusieurs familles. Les containers, donc vraiment quelque chose de visuel. Le container, c'est quoi? C'est un panel. Eh bien, on va voir qu'il y a des composants qui sont beaucoup plus intelligents au niveau justement du redimensionnement des fenêtres, pour avoir la dynamicité à laquelle on est habitué aujourd'hui dans les navigateurs web. On va voir les toolstrips. Les toolstrips, ce sont des éléments relativement simples, mais qui ont été unifiés pour gérer tout type de collection dans les interfaces. On va retrouver ça dans les menus, dans les barres d'outils, dans les barres de statut. On va voir ça ensemble. Et puis quelques nouveaux contrôles. Il y a une nouvelle grille qui apparaît pour présenter les données, ou les objets, on verra. Les objets tout type, et puis également une nouvelle intégration d'Internet Explorer, on le verra en fin de session. Voilà, c'est parti, on va partir donc sur une démo sur ce premier élément, sur les applications Windows. Voilà. Alors, juste un tout petit point ici, qui a changé dans le Visual Studio 2005. On retrouve le formulaire comme on le connaissait, la barre de composants. Je dépose des éléments. Le modèle de persistance du designer n'a pas changé. C'est-à-dire que quand on dépose des composants, ce qui se passe toujours, c'est que ça génère du code. D'accord? Ce ne sont pas des ressources, ça génère du code. Par contre ici, si je vais voir le code de ma forme, forme1.cs, je ne trouve plus rien. Je n'ai pas la zone cachée où les ressources, enfin le code de création de composants est généré. J'ai bien les méthodes qui les appellent. Et bien ici, comme vous avez vu ce matin les classes partielles, et bien Visual Studio exploite également cette nouvelle fonctionnalité. Et ici, on va retrouver sous forme1.cs un autre fichier source, forme1.designer.cs. Si je l'ouvre ici, on retrouve à la fois la déclaration des composants, ici, et toutes leurs initialisations dans le WinForms Designer Generated Code dont on a l'habitude. Donc le code est exactement le même, il est juste séparé physiquement. Ça a quand même un petit avantage qui est sympa, c'est qu'on n'est plus tenté, quand on code ici dans la partie qui nous est réservée, on risque plus de se marcher sur les pieds et d'écraser le code qui est généré par le designer. Donc c'est un peu plus sécurisé. Voilà. Alors, on va commencer par découvrir ces nouveaux contrôles. Je vais ici dans la barre d'outils, les contrôles communs. Donc j'ai dit que je vais commencer par les menus. Donc les menus, je vais déposer un menu strip. Vous allez voir rapidement que l'apparence est nouvelle. Ici, je vais insérer des éléments standards. Donc là, on peut juste s'appuyer sur un template pour construire des éléments classiques. Et ici, donc, tout ce qui est intéressant, c'est que la vue collection, donc très simple, il y a une collection et puis ses enfants, a été unifiée parmi tous les conteneurs de collection graphique des composants. Donc ici, on va voir l'exemple avec les menus. Donc, quels sont les éléments de la collection? Et bien ici, ce sont les menus items, les éléments de menu. Et ici, on a la possibilité de déposer un contrôle personnalisé, enfin plusieurs types de contrôles. Le contrôle le plus classique étant bien sûr le menu item, mais on va aussi pouvoir déposer des séparateurs, des textbox, des combo box. Alors j'en dépose un par exemple, et puis on va lancer l'exécution. Voilà, donc là j'ai mon menu classique, vous voyez tout de suite déjà que les images apparaissent, tout sous le style XP est respecté, le thème, etc., sans que j'ai de base, sans que j'ai à faire quelque chose de particulier. Et puis ici, j'ai un combo dans mon menu. Voilà, alors je ne sais pas encore vraiment à quoi ça peut servir, mais on peut le faire. Alors, on va voir quelque chose de peut-être un petit peu plus réaliste. Ici, je vais taper un menu vertical que je vais appeler date par exemple. Et puis, dans le code de création de mon formulaire, ici, je vais appeler un contrôle qui s'appelle toolstrip control host. Et c'est un élément toolstrip item, donc un contrôle enfant qui appartient à la collection, qui est générique.
new, tool, strip, control host. Voilà. Donc je crée cet élément, et ici dans le constructeur, qu'est-ce qu'il prend? Eh bien, il prend un contrôle. Il me propose d'insérer dans un élément de menu n'importe quel contrôle, donc de le personnaliser. Alors, je vais essayer de rajouter un calendrier, par exemple. New, month calendar. Voilà, j'ai créé mon contrôle. Et je rajoute ce contrôle dans mon menu. Ce contrôle, il a des événements, par exemple, date selected. Quand on finit, après une navigation, par sélectionner une date, eh bien, ici, je vais implémenter plus égal. Et si vous avez bien suivi les sessions ce matin, je vais utiliser une méthode anonyme. Donc je code directement le code qui doit être branché à l'événement dans la même méthode. Et ici, si vous avez encore une fois, si vous avez bien suivi ce matin, les données locales de la méthode qui porte la méthode anonyme sont accessibles sans que j'aille déclarer de paramètres. Donc en gros ici, M, je peux y accéder directement. Selection start, point, to long date string. Et je vais tout simplement faire un message box de la date qui a été sélectionnée. Message box, point, show de cette date. Voilà. Donc ça, je suis dans le form load, donc ça va s'exécuter dès que je vais lancer l'application. Donc là, je la compile, l'application va se lancer. Ici, donc j'ai mon menu classique. Et puis ici, et voilà, j'ai fait un petit oubli. J'ai oublié d'ajouter le menu à ma collection. Donc là, dans le host, ça c'est mon élément de menu. Je vais bien sûr évidemment l'ajouter à mon menu vertical. Drop down items.add de mon menu générique. Je réexécute. Et ici, normalement, voilà, j'ai réussi à intégrer. Donc bien sûr, ça marche avec tous les contrôles Windows que vous voulez manipuler. Là, je peux me balader, et puis quand je déclenche ma méthode anonyme, je me retrouve bien dans le code que j'ai écrit. Voilà. Donc toutes ces fonctionnalités de collection et d'éléments dynamiques, vous les retrouvez à la fois dans les menus, mais également dans les barres d'icônes et dans les barres de statut. D'accord? Donc là, je ne vais pas faire de démo, je vais juste manipuler un petit peu. Là, je peux rajouter très facilement des menus, des séparateurs, des combo box, des text box, etc. Et puis ici, par exemple, dans mon statut, un contrôle progress bar. Alors, une deuxième famille de nouveaux contrôles, ce sont les containers. Ici, je vais ouvrir donc l'onglet des containers. Les containers, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très simple, c'est des panels. Hein. Un panel contient d'autres contrôles, il en a la parenté, donc c'est la définition d'un container. On a des contrôles d'un peu plus haut niveau. Il y en a un premier qui s'appelle split container. On est relativement habitué à faire ce genre d'interface. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend un panel, on l'aligne à gauche, on prend un splitter aligné à gauche, et on prend un deuxième panel qu'on aligne sur l'espace restant de la fenêtre. C'est un peu fragile parce que ces contrôles sont complètement indépendants, parfois on les supprime, on les déplace, on les a perdus. Cette fois-ci, donc, avec le split container, en un seul contrôle, il y a les trois contrôles intégrés. D'accord? Et si vous regardez le redimensionnement ici, quand je vais redimensionner ma fenêtre, vous voyez que le séparateur ici avance. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un mode proportionnel par défaut, comme dans un navigateur un petit peu. Ça, avec deux panels, on ne peut pas le faire. Ici, si on veut retrouver le format classique, vous avez une propriété ici qui s'appelle Fix Panel, et on décide de figer l'un des deux panels. Donc je vais figer celui de gauche, et ici, quand je vais redimensionner ma fenêtre, voilà, là ça ne bouge plus. Voilà, ce sont des contrôles relativement simples. Ici, je vais déposer, donc sur ces containers, hein, je vais déposer une liste box, un contrôle classique. Je vais dimensionner, voilà. Et puis ici, on va avoir d'autres containers, pardon. Alors, le Flow Layout Panel, il est relativement simple à utiliser, on va voir ça rapidement. C'est exactement le comportement qu'on a dans un navigateur. Je vais le docker dans son espace maximum ici dans ce panel de droite. Puis vous allez très vite comprendre comment il fonctionne. Quand on dépose des éléments dans ce panel-là, vous voyez qu'en réalité, il est automatiquement positionné. Si je rajoute un list box, il s'ajoute comme dans un flux. D'accord? Donc à droite, tant qu'il y a de la place. Et bien sûr, ici, si on redimensionne, tout simplement, il passe à la ligne. D'accord? Donc on a un flux le positionnement est géré comme un flux. Alors celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Un qui est un peu plus complexe, c'est le Table Layout Panel. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà codé ça dans une autre fenêtre, que je vais intégrer ici.
Donc, je vais afficher les fichiers, voilà. Je vais intégrer forme 2. Au passage, je vous montre une petite nouveauté aussi, qui peut troubler certaines personnes. J'aimerais que forme 2 devienne ma nouvelle fiche principale de mon application. D'accord? Donc la méthode statique void main classique que mon point d'entrée de l'application, elle n'est plus dans forme 1, dans la première forme qui est générée pour une nouvelle application de Visual Studio. C'est un peu plus propre, il y a programme.cs. Voilà, on n'en parle plus. Il y a une classe qui est dédiée au chargement, pour porter la méthode main. Donc c'est un seul endroit ici qui met forme 2 à la place de forme 1, et puis c'est tout. D'accord? Donc forme 2 devient ma forme principale d'exécution. J'ouvre forme 2. Voilà, donc j'ai gagné un petit peu de temps parce qu'il y avait un petit peu de construction à faire. Donc le table layout panel, le voici. C'est un panel classique. Ici, on peut ajouter des colonnes et des lignes. D'accord? Quand on ajoute ces colonnes et ces lignes, on peut ensuite les configurer. Donc les colonnes et les lignes. On peut leur choisir des dimensionnements aussi bien absolus que pourcentage. D'accord? Donc on peut avoir des redimensionnements dynamiques exactement comme on a dans une table HTML qui est ouverte dans un navigateur. Une fois qu'on a créé ces lignes, bien, ces traits de construction, en tout cas, apparaissent ici dans mon table layout panel, et ça crée des sous-containers. Alors, pourtant, on est bien d'accord, au niveau Windows, ici, il n'y a qu'un seul panel, mais si je prends ce textbox qui est déposé dans une des cellules, en tout cas de mon dessin, si je la dock ici, en normalement taille maximum, bien, je vois qu'elle est restreinte à ma cellule. D'accord? Donc c'est comme si on avait plein de petits containers. Alors, je vais faire cette opération ici pour ces 3 éléments. Et ici, ce textbox, je vais le passer en multiligne. Voilà. Donc, on peut avoir donc une gestion en quadrillage. On peut également ici faire des fusions de lignes et de colonnes, exactement comme dans une table HTML. Alors ici, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez troublant. Le textbox ici, je suis bien sur le textbox 1, il y a des propriétés qui apparaissent, colonne et column span. Si le textbox n'est pas déposé dans un table layout panel, ces propriétés n'apparaissent pas. D'accord? Si vous le mettez dans un panel classique, elles n'apparaissent pas. Donc là, ici, elles apparaissent. Je suis bien en colonne 0. Et si je fais un spanning sur 2 colonnes, ben là, on voit bien ici que mon textbox fusionne et son espace maximum, c'est la fusion des 2 cellules à partir de la colonne 0. Voilà. Donc à partir de là, ben, tout ce que vous êtes habitué à faire plus ou moins en HTML, vous allez pouvoir construire des tableaux avec des redimensionnements qui sont très dynamiques dans vos formulaires Windows. Voilà, bon, il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouveaux composants, je vous en ai montré quelques-uns. On va voir maintenant un petit point sur l'axe données. Alors, c'est pas une révolution, il y a beaucoup de compatibilité bien sûr. Donc l'évolution du dataset. Le dataset, c'est l'élément principal du modèle IDEO.NET déconnecté. Il a évolué, il reste complètement compatible avec la version actuelle, enfin 2003 du dataset. Il a légèrement évolué, notamment le dataset typé. Le générateur de code s'est un peu enrichi, ajoute de nouvelles fonctionnalités lorsqu'on configure sa structure. On va voir ça ensemble. Et un point qui est extrêmement intéressant, sûrement le plus intéressant, en tout cas dans l'accès aux données dans les WinForms, ce sont les sources de données. Les sources de données se sont simplifiées. Là encore une fois, ça reste entièrement compatible avec ce qu'on avait en 2003, mais on va voir que l'idée de l'unification de la source de données est apportée par un composant un petit peu particulier qui s'appelle le binding source. On va voir comment l'utiliser. Donc les nouveaux composants mis en œuvre, le binding source, et puis quelques nouveaux composants de navigation et une nouvelle grille. On va voir ça dans une démo encore une fois. Alors, déjà c'est un petit peu troublant, je pense que certains d'entre vous ont déjà commencé à jouer un petit peu avec les versions bêta. Quand on va dans Data, ici dans l'onglet Data, on ne trouve plus SQL Data Adapter, les composants de connexion, les commandes, etc. Ce qui est forcément un petit peu troublant. Ces composants existent toujours. Ils ne sont plus par défaut dans la toolbox. C'est tout. Ils sont dans les mêmes assemblées, aux mêmes endroits, les mêmes DLL. Il n'y a rien qu'à bouger. Si vous réouvrez un code 2003 dans un projet de 2005 avec les using qui vont bien, qui utilisent des composants commandes et connexions, ça compile sans problème. Ils apparaissent même ici en design. Ils ne sont juste plus dans la toolbox. Si vous en avez l'usage, ici vous cliquez droit et vous les rajoutez manuellement. Première approche ici, comment accéder aux données? Il y a un menu ici qui s'appelle Data, qui a priori va nous aider à traiter ce point-là. Et je vais créer des sources de données.
Donc là, on va voir que c'est beaucoup plus propre par défaut qu'en 2003, c'est-à-dire qu'on va vous demander de configurer des sources de données pour votre projet. On ne cible plus du tout la forme, on cible le projet. Donc je vais ici créer une nouvelle source de données. J'ai une base, il y a un wizard qui se lance, et j'ai le choix, donc c'est là qu'il y a l'unification de la source de données, entre une base relationnelle, donc quelque chose de relativement classique, un web service ou des objets. Alors on va commencer par le classique, la base de données. J'ai une base SQL Server 2000 qui est installée sur mon poste, le raccourci est déjà configuré, il va bien. Le wizard me demande si je veux stocker directement la chaîne de connexion dans le fichier de configuration, pour qu'il soit paramétrable. Ça me va aussi très bien, je continue. Ici, il va m'afficher les métadonnées de la base et me demander sur quelles données je veux m'attacher. Donc ici, je vais m'attacher, par exemple, à la liste des ouvrages. Puis je vais enlever quelques-uns des champs, une page description, voilà. Donc je configure les champs que je veux, les tables que je veux, et je termine. Alors, je viens ici d'ajouter à mon projet une nouvelle source de données. Peut-être, voilà, ça arrive. Et ça se termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ici que dans mon projet, j'ai un nouveau schéma de données ici. Donc c'est un XSD, c'est un dataset, on le connaît, comme en 2003. Ici donc, j'ai côté code une vue, une persistance en XML dans un fichier texte de la structure de ma base de données, de mon dataset typé. On voit qu'il y a quelques nouvelles fonctions, mais sinon, tout est exactement comme en 2003. On peut faire des relations, des champs calculés entre les tables, on peut poser des contraintes, etc., etc., des champs auto-incrémentés. Tout ça fonctionne comme d'habitude. Quelques rajouts ici supplémentaires sur des fonctions qui peuvent enrichir à travers des classes partielles le dataset typé. Donc le dataset est défini, et on s'aperçoit ici en tout cas que rien n'est déposé dans la forme. Ce qu'on vient de faire, on peut le faire s'il n'y a pas de forme dans le projet. C'est un point qui est assez important. Donc on a défini les sources de projet de manière globale, les sources de données, pardon, de manière globale pour le projet. Ici maintenant dans mon formulaire, j'aimerais m'attacher à mes données. Mon listbox par exemple ici, sa propriété data source, je vais la faire pointer, et tout simplement il va me proposer de pointer vers une des sources de données du projet. Ici dans mon dataset, j'ai mis une table d'ouvrage, je vais la sélectionner. Je suis dans un listbox, donc comme il y a une seule colonne, il faut, parmi ma source de données, que je choisisse la colonne. Je vais décider d'afficher le titre, par exemple. Je vois en tout cas que lorsque j'ai configuré ma source de données, il y a plein de composants qui sont arrivés ici, de manière automatique. Il y en a 3. On va voir ensemble ce qu'ils font, on va déjà regarder ce que ça donne à l'exécution. J'exécute mon projet, l'application se lance, mon listbox est bien attaché à mon dataset, on en retrouve visiblement en tout cas le titre, et il est même déjà chargé. D'accord? On vous avait dit qu'on allait coder beaucoup moins de lignes en Visual Studio 2005. Vous voyez, on code même plus. Ce qui est pratique, pour éviter les bugs. Et non, c'est pas aussi magique que ça. On peut bien sûr faire tous les chargements comme manuellement avec toute la précision dont on a envie. En tout cas, par défaut, voilà ce qui se passe. Lorsque j'ai configuré mon data source, il a déposé 3 composants. Le premier, c'est le dataset. Ok, ça me va, il faut bien binder les contrôles à ma source de données. Le dataset est déposé dans le formulaire. Ensuite ici, c'est relativement simple. Les contrôles ne pointent plus directement sur le dataset. C'était déjà le cas avant, mais ça se gérait de manière transparente. En tout cas, à la vue du développeur, on avait l'impression qu'il pointait directement dessus. Ici, le listbox, si je regarde sa propriété data source ici, data source, pointe maintenant sur ouvrage binding source. Alors, ce nouveau composant binding source, le voici. Qu'est-ce qu'il propose? Vous pouvez tout simplement le considérer comme un intermédiaire. Les contrôles visuels sont maintenant attachés au contrôle binding source, qui eux sont attachés au dataset. D'accord? Donc c'est un intermédiaire. Il offre tous les avantages d'un intermédiaire, un petit peu comme le data view. On va retrouver ici la propriété filter, sort, et exactement comme on a avec le data view. Et ici, surtout, le data source. Donc data source, ici, ça pointe vers mon MS Press Dataset, d'accord? Et c'est ce fameux objet ouvrage binding source qui va m'apporter l'indépendance de la source de données. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je vais switcher, je vais dire, bah non, mes données ne viennent plus d'un dataset, mais d'un web service, ou d'un objet, etc. Et ce sera complètement indépendant, sans changer la source du contrôle.
Ici, un troisième composant un petit peu bizarre, le Table Data Adapter. C'est un data adapter typé qui a été défini ici quand on définit le dataset. Par défaut, il aide à faire un chargement de base pour une source de données. Là, je me suis trompé. Pour une source de données. Voilà, et donc ici, quand on l'a déposé, dans le form load, vous voyez qu'automatiquement le feed de ce data adapter a été appelé pour charger le dataset. Bien sûr, ici, c'est pratique pour faire une démo, je peux tout à fait l'enlever et refaire un chargement comme moi je l'entends en supprimant ce composant. Alors, on va voir un élément supplémentaire. Alors, déjà un petit contrôle que j'ai oublié. Toujours dans les datas, ici, il y a un nouveau contrôle qui s'appelle le Binding Navigator. Il est très simple, on le dépose, c'est une barre d'icônes dédiée aux données. Donc je la sélectionne. Elle a une propriété tout simplement qui s'appelle Binding Source, puisque maintenant la stratégie, c'est que tous les contrôles visuels s'attachent au composant Binding Source. Je l'attache à ouvrage Binding Source, et vous l'avez compris, tous les éléments ici de navigation contrôleront cette source de données. Le list box, je vais également le bloquer ici. Je vais le mettre sur l'espace restant. Et puis ici, je vais binder le reste de mes contrôles. Donc là, c'est du binding classique. Je vais dans Data Bindings, texte. Je vais m'attacher à quoi? Là, je peux toujours aller rechercher parmi les sources disponibles dans mon projet. Là, il voit en tout cas qu'il y a un binding source qui devient ma source principale de binding dans ma nouvelle fenêtre. Je vais m'attacher ici au titre. Dans cette textbox ici, donc je vais les attacher rapidement, le numéro d'ISBN, et puis ici, le prix par exemple. Et ici, j'ai deux champs de taille relativement large, des blobs, et un pour la description, un pour l'image. Je vais les binder directement. Donc ici, sur le texte, bien sûr, de mon textbox, et ici sur ma picture box. Eh bien, désormais, ça marche avec GS2 2005. Je vais me binder sur le champ image, qui est un champ bitmap, et je vais directement l'attacher à image visuelle, ma colonne binaire de ma table. J'exécute mon application. Et voilà, donc automatiquement ici, tous les contrôles sont attachés, j'ai le redimensionnement dynamique tel que je l'ai défini, et ici, j'ai la nouvelle barre de navigation avec les éléments que vous pouvez voir. Dernier point ici, parce que je sens une petite pression dans mon dos, on peut s'attacher également à des objets. Ça, c'est une partie qui est très intéressante. Ici, je vais créer une nouvelle source de données. Alors, non, pardon, je vais d'abord ajouter mes objets. Alors, ils sont préparés ici dans mon application. J'ai deux classes relativement simples que je vais inclure dans le projet. Je vais les ouvrir. J'ai une classe personne qui est toute simple. J'ai deux données membres qui sont nom et prénom. J'ai deux accesseurs publics, des properties qui sont nom et prénom en lecture seule. J'ai un constructeur un peu plus simple qui permet d'initialiser les valeurs de ces deux champs. Et j'ai également un constructeur vide ici. D'accord? Donc j'ai une classe personne. Et ici, j'ai créé une collection, une classe personne au pluriel. Comme mes petits camarades ici, j'ai décidé de bénéficier des avantages des classes génériques. Donc j'ai hérité tout simplement ici une classe générique, mais non pas list, mais binding list, qui est plus propre justement au binding d'objets. Et donc je l'ai typé sur la classe personne. Donc ma collection, exactement comme vous l'avez vu ce matin, est entièrement typée. Et j'ai ici, je me suis dit, fonctionnellement, dans mon application, la collection des personnes est globale à mon application. D'accord? J'aimerais que de n'importe quelle fenêtre, on puisse se binder sur cette collection globale. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement implémenté un petit simpleton ici. J'ai une donnée membre statique qui s'appelle default, qui est ma collection personne. Et ici, si default est nul, je passe une première initialisation. S'il est non nul, je renvoie l'instance qui a déjà été créée. Et ici, donc, je crée ma collection et j'ajoute deux personnes ici par défaut à ma collection. Voilà. Il me suffit d'avoir compilé au moins une fois ce que je viens de faire. Ici, c'est fini, voilà. Et sur ma forme, je vais pouvoir définir une nouvelle source de données. Je fais add new data source. Je retrouve donc le même wizard qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais sélectionner les objets. Ici, dans Windows Applications, il me recherche tous les types disponibles dans l'ensemble des assemblées de mon projet. Ici, donc, c'est la collection de personnes qui m'intéresse. Je fais suivant. Et c'est terminé. Voilà. Donc maintenant, désormais, ici, dans Data Source, j'ai une source ici qui est de nature base de données et une source ici qui est de nature objet, les personnes. Je peux en voir aussi les métadonnées. Là, c'est plus les colonnes, c'est les propriétés.
Ici, je vais déposer un composant DataGridView, ce nouveau composant de grille. Et ce composant, je vais l'attacher, data source. Je vais l'attacher aux sources disponibles dans mon projet, à la classe personne, ma collection. Voilà, ça y est, c'est attaché. Je vais le docker ici dans l'espace maximum. Ce qui est intéressant ici, hop. Pardon. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pu m'attacher à la classe de manière statique. La grosse différence avec les datasets, c'est que ici j'ai bien un binding source personne qui a été déposé, ma grille pointe bien sur ce binding source, mais je n'ai pas l'équivalent du dataset. Ça veut dire qu'en effet, je n'ai pas besoin de déposer une instance de ma collection, c'est uniquement le type. En effet ici, le data source de ma grille pointe bien sur personne binding source. Par contre, quelle est la valeur ici du data source de personne binding source? Eh bien c'est le type. C'est le type, c'est Windows Application 2.personne. Si on va regarder dans le source, la valeur c'est typeof de ce type. Donc en effet, on ne s'attache qu'aux métadonnées, et on se dit, on attachera les vraies données plus tard à l'exécution. Ce qui nous intéresse, nous, c'était les métadonnées pour paramétrer les colonnes, etc., se binder aux colonnes. Ici, en effet, eh qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Dans le form load, personne binding source, point data source, je vais lui affecter personne au pluriel, point, ma collection par défaut. Je vais exécuter. J'exécute mon application, donc là je pense qu'on avait, et puis ici sur ce deuxième onglet, je retrouve eh bien, les éléments, donc on n'est plus du tout avec des datasets, on est avec une collection d'objets, les propriétés sont devenues des colonnes, les éléments je les retrouve bien, et petite cerise sur le gâteau, comme ma classe personne, je lui ai déclaré un constructeur public vide, je peux même ici ajouter des éléments. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un add dans ma collection de manière automatique à travers la grille. Je peux faire des suppressions, je peux gérer ma collection d'objets ici, visuellement dans ma grille. Voilà, je laisse la main à Arnaud ici pour la suite. Je vais basculer sur les slides. Donc je vais avoir l'honneur de terminer donc, cette session de la matinée, en plus si vous resterez, donc avec une technologie qui était très attendue dans le framework 2.0 qui est ClickOnce. Donc le principe c'est de faire du déploiement et de la mise à jour d'applications au travers du web. Donc le déploiement, enfin là on se situe dans des applications de type WinForms, client riche, et donc c'est toujours une problématique de déployer, quand on a 2000 postes clients, de déployer nos applications. Donc là ce qu'on va vouloir faire c'est déployer de manière la plus simple et fluide possible, à la fois pour les administrateurs et également pour les utilisateurs, donc au travers d'un réseau d'entreprise, même d'internet, pourquoi pas. Donc les fonctionnalités de ClickOnce sont proches de l'Updater Application Block. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser. En fait, c'était une librairie qui permettait donc de mettre à jour des composants, des parties, toute ou partie d'une application WinForms avec un fonctionnement un peu à la Windows Update. Donc on pouvait télécharger en tâche de fond, par exemple, des éléments et mettre à jour comme ça sur des postes clients une application. Avec ClickOnce, donc les stratégies de déploiement sont tout à fait personnalisables. Donc soit par administration, on va pouvoir déclarativement définir notre stratégie de déploiement, ou par code. On a toute une API ClickOnce qui nous permet de gérer finement et de donner par exemple à l'utilisateur la possibilité de gérer la mise à jour de l'application. Donc ClickOnce s'appuie sur le framework 2.0 et ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas du tout intrusif dans le code puisque la déclaration du comportement ClickOnce repose sur deux fichiers manifestes donc, qui vont être générés au travers d'assistants dans Visual Studio. Et il y a un composant Bootstrapper donc, qui lui est sur le poste client qui va gérer tout le téléchargement et l'exécution de mon application ClickOnce. Donc on a deux options d'installation d'application, soit une installation fixe, donc à partir d'un site web par exemple, d'un chemin réseau UNC ou d'un CD. On peut très bien proposer l'installation d'une application ClickOnce sur un CD. Par contre, c'est pas du tout un MSI de type classique, ça sera une installation vraiment, on va bénéficier de tout le mécanisme de mise à jour et de sécurité, par exemple, de ClickOnce. La visibilité, quand on fait une installation fixe, on va pouvoir retrouver mon application ClickOnce sous forme d'icône dans le menu démarrer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va l'utiliser comme une application. On peut même l'ajouter, la supprimer dans les programmes installés sur la machine, et les stratégies de mise à jour sont très variées.
On a sinon l'opportunité de faire une installation non fixe, donc à partir d'un site web ou d'une UNC. À ce moment-là, il n'y aura pas d'icône disponible et à chaque exécution, en fait, l'application va se recharger. Ce qui est intéressant dans le cas d'une application fixe, c'est qu'on va pouvoir fonctionner en offline. On a l'application qui est en cache du côté client et on peut très bien, même si on n'a pas accès au serveur, utiliser l'application en local et puis la rafraîchir, la mettre à jour quand il y aura une nouvelle version si on est connecté à un serveur. Les stratégies de mise à jour donc, sont variées. On peut mettre à jour l'application au lancement, donc ça se passe de manière déclarative. À chaque nouveau lancement, on va vérifier s'il y a une nouvelle version, on va exécuter la nouvelle version. Ça peut être après le lancement. Dans ce cas-là, on va proposer à l'utilisateur de redémarrer l'application pour bénéficier de la nouvelle version. On peut le faire par programmation, on va le voir pendant la démonstration. Donc pour faire une stratégie fine de mise à jour, ou en tâche de fond, même dans un mode un peu à la Windows Update, où on va télécharger au fur et à mesure les mises à jour. Donc si on passe rapidement sur les deux manifestes en fait de ClickOnce, donc on a un premier manifeste pour l'application, donc qui définit les composants à télécharger donc pour une version spécifique. Un fichier, donc ce fichier c'est par version de l'application, et convention de nommage c'est le nom de l'application, .exe, .manifeste. Donc si on passe rapidement sur les différentes parties de ce fichier manifeste, donc c'est du XML, on va retrouver un bloc qui va définir la version de l'application. Ensuite, un flag qui va définir si c'est une installation non fixe ou non fixe, est-ce qu'on va retrouver un icône dans notre menu démarrer. La stratégie de fréquence de mise à jour. Ensuite, l'origine, la provenance des mises à jour. Les dépendances de l'application, donc tous nos assemblées qui vont permettre de faire fonctionner notre application, et la signature qui va permettre d'authentifier éventuellement la provenance du code. Le deuxième manifeste, donc c'est un manifeste qui va définir les options de déploiement. Donc il y a un seul fichier pour décrire la version qui est disponible sur le serveur. Et la convention de nommage, c'est le nom de l'application, .application. Donc si on passe rapidement encore, on va retrouver les numéros de la version par exemple de l'application, le point d'entrée de l'application, donc quel est l'exécutable qui va servir à démarrer l'application, les options de sécurité, donc on va pouvoir en définir assez finement avec ClickOnce des paramètres de sécurité pour faire fonctionner l'application, on va le voir aussi en démonstration, les dépendances, comme la dernière fois, et les prérequis. Alors ça c'est quelque chose d'intéressant au niveau des prérequis, c'est qu'on va pouvoir définir quels sont les prérequis à installer sur la machine pour faire fonctionner l'application, et dans ce cas-là ça pourra être pris en charge par le bootstrapper qui va proposer à l'utilisateur par exemple de télécharger les différents prérequis. Et enfin la signature toujours pour authentifier le code. Si on compare un petit peu les techniques, donc on a bien sûr la technique de type MSI, donc où là on se retrouve avec, on a toutes les possibilités d'installation d'une application. Par contre c'est quelque chose qui est assez intrusif, donc un MSI il faut le déployer sur chaque poste. Et par contre donc, si on compare avec des techniques de type ClickOnce, donc celle qui est disponible dans Visual Studio 2005 donc vous permet donc les tâches d'installation classiques, des fichiers d'application, les icônes, donc permettre des options simples, et bien sûr ClickOnce va évoluer un petit peu dans le temps. Il y aura un ClickOnce dans Longhorn qui lui permettra d'aller plus loin, et par exemple d'associer des extensions de fichiers, de faire des extensions au shell, de la configuration plus fine. Tout de suite, une démonstration, je pense que ça sera plus parlant. Ok, alors si j'ai bien compris, ce qu'on appelle le déploiement par administration, c'est configurer tout dans ces fichiers texte. Oui, tout à fait. Ouais, il faudra qu'on fasse configure tout ça là dans Notepad. Tout à fait. Non, alors il y a un assistant évidemment pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'application qu'a développée Mitsu là, pendant la première partie. Donc dans cette application, il n'y a rien qui a été fait spécifiquement pour ClickOnce, et là je vais la transformer en application ClickOnce. Donc pour ce faire, je vais aller dans les propriétés de l'application. Je vais avoir des onglets qui vont me permettre donc, de définir le comportement de ClickOnce. Donc un premier onglet qui va me permettre de définir que je vais signer les manifestes ClickOnce. Rien de particulier, là je passe rapidement dessus. Un onglet de sécurité où là je vais pouvoir définir donc, toutes les règles de sécurité de mon application ClickOnce. Donc je vais activer donc, cette gestion de la sécurité. Donc je peux choisir une application de type Full Trust par exemple, donc, pour lui donner tous les droits, mais je peux aussi plus finement définir les types, les permission sets en fait, que je vais affecter à l'application pour qu'elle puisse tourner. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà dans .NET, déjà aujourd'hui, toute la sécurité, les code groups, les permission sets, c'est exactement la même chose qu'on trouve ici à configurer pour cette application. Voilà, tout à fait. Donc il y a des groupes de permissions qui sont déjà créés, par exemple, selon le type d'installation qu'on veut faire. D'accord, des ensembles prédéfinis. Voilà, exactement. Donc, comme dans IE.
Exactement, donc c'est un peu le même principe, soit Internet, soit local intranet, donc là c'est une application intranet. Donc là je vais retrouver un petit peu toutes les permission sets là, qui sont disponibles. Et là j'en ai besoin d'un particulier, parce qu'on a fait une appli de type, qui accède à une base de données, donc je vais devoir activer le SQL Client Permission. D'accord, on personnalise, on part d'un groupe qui me semble cohérent. Et on rajoute éventuellement. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une option en fait ici qui permet d'inspecter, d'analyser l'application pour calculer les permissions. Alors je ne peux pas vous montrer cette fonctionnalité parce qu'elle n'est pas encore finalisée dans cette version de Visual Studio. Mais donc elle permet donc d'analyser automatiquement l'application et de définir, de trouver les permissions minimum qu'il faut pour faire tourner notre application. Donc voilà au niveau de la sécurité. Sinon, donc, je passe à l'onglet publication qui lui donc, est spécifique à ClickOnce. Donc où je vais trouver la localisation de ma publication. Donc là je vais publier sur un site web par exemple. Donc là ça va être en local, mais je peux publier bien sûr sur un serveur de l'entreprise. Donc là c'est un IIS qui porte. Voilà, c'est un IIS tout à fait classique, facile à installer. Très facile à installer, et donc qui pourra être disponible pour tous les utilisateurs de mon application. Ensuite, on définit si l'application est disponible seulement online, donc l'installation fixe ou non fixe, ou alors également offline. Donc là, je vais définir une application offline. On a des options ensuite, alors là, qu'on voit pas bien, les boutons sont coupés, mais qui nous permettent de définir par exemple tous les fichiers qui composent l'application. Donc je vais pouvoir gérer assez finement les différentes mises à jour en disant par exemple au premier déploiement, je vais installer un fichier de base de données, par exemple un fichier Access, et les mises à jour suivantes, je ne vais pas écraser ce fichier bien sûr, parce qu'il pourrait y avoir des données que l'utilisateur a mis dedans.